Avant d'expliquer comment gérer la latence, on va déjà expliquer comment se manifeste la latence. La latence, concrètement, c'est le constat d'un décalage temporel entre ce que l'on produit et ce que l'on entend. Par exemple, sur un instrument, il peut arriver d'entendre un décalage significatif entre le jeu et le son produit. On peut aussi constater un décalage, une latence sur une prise de voix où on va entendre un décalage assez gênant, donc très significatif. Là, on a une bonne centaine de millisecondes. C'est assez déstabilisant. Une latence beaucoup plus faible, de 2 ou 3 millisecondes, comme on entend là, donnera un effet de phasing, pas très joli au niveau de la couleur, mais qui permettra sans problème d'être en mesure au niveau du jeu. Alors la latence, à quoi c'est dû? La latence est due en fait à la présence de buffers, d'une mémoire tampon en fait, qui est là pour adapter le monde de l'audio, qui communique à flux constant, à la fréquence d'échantillonnage, au monde informatique qui communique par paquet, car il ne peut pas se rendre disponible entre chaque instant d'échantillonnage. Donc c'est précisément cette mémoire tampon qui adapte en fait les deux modes de communication qui provoque un décalage temporel. Et donc, plus cette mémoire tampon est grande, plus on a de sécurité, c'est-à-dire que moins il y a de risque que les buffers d'entrée soient saturés ou que les buffers de sortie soient vides, et donc de provoquer un craquement. Mais par contre, plus la latence est grande. Et donc inversement, si on veut avoir plus de réactivité, on va baisser la taille de la mémoire tampon, ce qui va avoir pour effet de faire baisser la latence, même si elle ne sera jamais complètement nulle, parce que si on est trop gourmand, en fait, on va occasionner des pertes d'échantillons et donc des craquements. Alors très concrètement, comment modifier la taille de la mémoire tampon? Ça se passe dans les préférences audio de live. Il y a une rubrique latence et on trouve le champ taille mémoire tampon. On règle la taille de la mémoire tampon en échantillons, en sample. Si on choisit par exemple 32 échantillons, on aura une latence générale d'une dizaine de millisecondes. Si on règle la mémoire tampon sur la valeur maximum 2048 échantillons, on a là une bonne centaine de millisecondes de latence générale. Sous l'environnement Windows, c'est un tout petit peu différent. Comme on le voit ici, le champ de la taille mémoire tampon n'est pas directement éditable au sein de l'application Live. Il faut cliquer en fait sur le bouton Configuration matérielle, ce qui va avoir pour effet donc de lancer une application tiers, donc en général donc, qui est installée avec le driver par le constructeur, dans lequel on retrouve un champ, donc Buffer Size Latency, tout à fait comparable à celui qu'on avait sous Mac. Et on va donc pouvoir choisir ici la taille de la mémoire tampon avec les mêmes implications sur les temps de latence. Alors comment déterminer la limite haute et la limite basse de la mémoire tampon? Alors lorsque la latence n'est pas un problème, on verra en fin de vidéo qu'il y a des cas où ça ne pose aucun souci. On va donc tout simplement choisir la valeur maximale, c'est-à-dire sécurité totale par rapport à l'éventuelle perte d'échantillons. Alors en ce qui concerne le réglage de la limite basse, c'est plus délicat. En fait, cette limite va dépendre de plusieurs facteurs, notamment de la puissance de votre ordinateur, mais également de ce qu'il a à faire simultanément au moment où vous êtes en train d'enregistrer. Alors dans les préférences audio, on a un outil de diagnostic empirique, mais qui est plutôt pratique. Son principe est de générer une tonalité et d'écouter à l'oreille si ça passe, tout simplement. Donc là, apparemment, ça fonctionne bien pour 32 samples, mais il faut tenir compte du fait que mon CPU n'est pas très occupé. Donc tout en bas de l'outil, on a un simulateur pour surcharger le processeur, pour se mettre dans une situation plus probable. Et là, on entend que ça se passe beaucoup plus mal. Donc je vais remonter un peu la taille de mon buffer à 64 échantillons. Et là, on entend que ça se passe bien. Donc on va pouvoir en fait rester sur cette valeur comme limite basse. Alors on vient de voir que le réglage des buffers de la carte son donc, affecte la latence générale. Et on va voir comment la latence générale peut être aggravée, dans certains cas, par une fonction qu'on appelle la compensation de retard, qui est une fonction qui est par défaut active dans le menu options de tout nouveau live set, comme on le voit ici. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette compensation de retard, elle n'a aucun rapport avec la latence due au buffer de la carte son, comme on a vu précédemment. Mais en revanche, ça peut aggraver la latence générale, même si c'est quand même un problème assez marginal. Le plus simple, il me semble, c'est d'en faire une petite démonstration. Donc je vais charger un instrument que je vais mettre sur la première piste MIDI.
Voilà, donc pour l'instant, j'ai un instrument qui est plutôt réactif. Et je vais maintenant charger sur la piste 4, une piste audio, et donc qui n'a aucun rapport avec la piste 1, un plugin qui présente une latence, ce qui n'est pas le cas de tous les plugins, hein. Donc là, moi, je vous fais la démonstration en fait avec un plugin qui présente une latence plutôt conséquente. Dans la réalité des faits, c'est en général plutôt l'accumulation de plugins qui ont une toute petite latence. Voilà, donc en fait, en mettant ce plugin sur la piste 4, eh bien, du coup, maintenant, la piste 4 est en retard par rapport à toutes les autres. Alors, ce n'est pas du tout un problème dans Live, parce que grâce à la fameuse fonction du menu Options compensation de retard, lorsque cette fonction est engagée, comme c'est le cas en ce moment, Live, en fait, retarde toutes les autres pistes de la valeur de la piste qui est la plus en retard. Ce qui fait que finalement, même avec la présence du plug, toutes les pistes sont synchrones. Elles sont synchrones mais parce qu'elles sont toutes retardées, dont la piste 1 sur laquelle j'ai mis un instrument qui maintenant présente une latence plus conséquente. Alors, régler le problème en désactivant la compensation de retard, évidemment, ce serait efficace, hein, puisque évidemment, si on demande à Live de ne plus compenser les retards, du coup la piste 1 n'est plus retardée. Voilà, autour de la réactivité, mais évidemment c'est dommage, puisque du coup les pistes maintenant 2, 3, 4 ne sont plus synchrones entre elles. Donc on va réactiver la compensation de retard, et par contre on va activer également la fonction latence réduite en écoute. Avec cette fonction, Live continue à compenser les retards sur toutes les pistes, sauf sur les pistes qui sont en input monitoring actif. Donc concrètement, les pistes qui sont configurées en moniteur auto avec le record enclenché, ou alors les pistes qui sont directement en moniteur in. Donc, avec la compensation de retard, on compense les retards entre les pistes dus à des plugins qui induisent des retards, éventuellement. Et avec la latence réduite en écoute, on conserve une réactivité sur les instruments qui sont joués en direct en input, tout en subissant bien sûr la latence due au buffer de sortie de la carte son. Donc je récapitule. On essaiera de baisser la taille des buffers pour avoir le moins de latence possible dans 3 cas. Le premier cas où on joue d'un instrument en direct. Le deuxième cas où on enregistre une voix mais que l'on a mis un effet sur la voix que l'on a besoin d'entendre pour les besoins de l'interprétation. Et enfin le troisième cas, le cas où on fait du punch-in, punch-out, c'est-à-dire en fait le cas où on a déjà fait une première prise et ensuite on réécoute cette première prise en rentrant en record à certains moments et en ressortant, donc en faisant juste des correctifs, hein. Donc évidemment, cette méthode, le punch-in, punch-out, implique que l'on écoute la piste qu'on enregistre à travers Live. Donc dans chacun de ces 3 cas, on ne peut pas faire autrement que d'écouter à travers Live et donc de régler en fait la taille des buffers sur la fameuse limite basse pour essayer d'avoir la latence la plus faible possible. Ceci dit, donc, dans le quatrième cas où il n'est pas nécessaire d'écouter à travers Live, donc par exemple le cas en fait où on fait du re-re en écoutant un playback et on s'enregistre par-dessus le playback. Donc on veut bien sûr s'écouter avec les autres instruments, mais il n'est pas nécessaire que ce que l'on enregistre, on l'écoute à travers Live. Donc dans ce quatrième cas, on pourra se permettre de mettre la taille des buffers au maximum, donc avoir le plus de sécurité possible. Et par contre, pour pouvoir s'entendre en même temps que le playback, il va falloir quand même s'écouter. Et par contre, on va s'écouter en direct, ce qu'on appelle en direct monitoring, c'est-à-dire sans passer par Live pour ce qui est donc de la voix enregistrée. Alors comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre ? Au niveau de Live, on va régler le monitor des pistes sur off, ce qui permettra aux pistes déjà enregistrées, le playback, d'être acheminé normalement vers la sortie, mais par contre qui mutera les pistes en enregistrement vers la sortie pour pas qu'on les entende à travers Live avec de la latence. Et également pour qu'elles soient recalées comme on l'a expliqué en début de vidéo. Ensuite, au niveau de la carte son, il faut donc une carte son qui est équipée de la fonction Direct Monitoring, qu'on appelle aussi Zero Latency, c'est la même chose, hein. Alors ça peut se présenter de différentes manières, soit c'est un simple commutateur, comme sur ce modèle, voilà, donc on active le Direct Monitor, soit c'est une balance entre le playback et le input, qu'on met donc sur une position médiane. Et sur certains types de cartes plus évoluées comme celle-ci, on a carrément un logiciel tiers que l'on fait tourner en même temps que Live, avec lequel on pourra donc acheminer les entrées vers les sorties pour entendre, comme dans les 3 cas, ce que l'on enregistre sans aucune latence mélangé au playback.
On va donc pouvoir se permettre de régler la taille de la mémoire tampon au maximum pour avoir un maximum de sécurité, puisque de toute façon, on n'entend pas la latence. Alors, on ne l'entend pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, hein. Elle existe bien, mais on ne l'aperçoit pas. Et donc, il faut savoir que lorsqu'on écoute le playback, on entend bien sûr le son en retard par rapport à live. Dans le casque, on joue évidemment en synchronisation avec ce qu'on entend, mais en réalité, on est en retard par rapport à live. Comme on l'a déjà expliqué, ça n'est pas grave puisque quand on fait stop, live recale, réavance la prise de la valeur de la latence, hein, à condition que le moniteur soit en mode off, bien sûr, comme on l'a déjà dit. Donc chaque prise, lorsqu'on fait stop, hein, est avancée de la valeur de la latence, donc recalée. Mais il faut savoir que la précision de ce recalage dépend en fait de la qualité avec laquelle le driver de la carte son transmet à live les pointeurs de temps de la carte son. C'est la raison pour laquelle il est important d'utiliser des drivers performants. Donc, dans le monde Mac, il faut préférer les cartes son pour lesquelles le fabricant fournit un driver Core Audio propriétaire et ne pas un simple driver générique class compliant qui risque d'être moins performant de ce point de vue. Et sous PC, hein, dans le monde Windows, il faut préférer et installer et utiliser les drivers ASIO, qui sont bien plus performants que les drivers MME ou DirectX, et même que les drivers ASIO for All, qui restent des drivers génériques en fait. Alors ceci dit, hein, même si on n'a pas des drivers parfaitement performants, il est possible en fait, dans le cas où les pointeurs de temps ne sont pas parfaitement transmis et que le recalage n'est pas parfait, de corriger une éventuelle erreur du pilote. C'est l'objet du champ compensation d'erreur du pilote qu'on trouve ici dans les préférences audio, qui permet de corriger en fait le recalage que va faire live sur la base de la latence, hein. Il va donc corriger ce recalage en fonction de la valeur que vous avez rentrée. Alors comment déterminer cette valeur? C'est assez simple, hein. On a besoin en fait uniquement de 2 pistes audio pour faire ce test. Donc on va virer les 2 pistes MIDI. Ensuite, on a besoin d'un son extrêmement court. Donc moi j'ai un silence avec uniquement un clic dedans, voilà, que vous pouvez trouver sur mon site xtolux.com. Et donc, on place ce son très court, ce clic sur une piste. Je zoome pour le visualiser parfaitement. Alors ensuite, je vais faire un peu de routing. Donc, je vais indiquer à live que la première piste n'a pas d'entrée. En revanche, je vais router cette première piste vers une sortie, la sortie 1 par exemple. Je connecte physiquement la sortie 1 de ma carte son vers une entrée, l'entrée 1 par exemple. Ensuite, donc, je règle l'entrée 1 en entrée de la piste 2. Je route la piste 2 nulle part pour éviter tout l'arsène. Et j'enregistre donc la piste 1 sur la piste 2 à travers cette liaison externe. Voilà, donc je recopie mon clic sur la deuxième piste et je vais zoomer pour voir la qualité en fait du recalage de live. On constate que ce n'est pas parfait. On va mesurer l'écart entre les 2 clics. Donc pour ça, je tire une sélection. Alors pour pouvoir le faire finement, je vais désactiver la grille dans Live. Je tire une sélection entre mes 2 clics et je constate que ma sélection dure 8 millisecondes, comme je le vois ici. Donc je vais tout simplement rentrer comme valeur de compensation d'erreur de pilote 8 millisecondes. Je réessaye. Voilà, donc on a un recalage qui est beaucoup plus précis. Si je mesure à nouveau la longueur de la sélection entre mon premier clic et mon deuxième clic, on voit que je suis inférieur à la milliseconde. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Pour que ce soit bien clair, hein, j'insiste sur le fait que le retard que l'on a constaté sur le deuxième clic par rapport au premier n'est pas dû à la latence. Il est dû en fait à l'erreur de recalage. Il aurait très bien pu être en avance. Pour bien montrer que ce n'est pas la latence qui a créé ce décalage, je vais donc mettre le moniteur sur auto, parce que rappelez-vous qu'il n'y a que en moniteur off que la prise est recalée, et je vais recommencer l'enregistrement. Et là, on ne voit même plus le clic tellement il est loin. Donc je vais tirer une sélection entre mes 2 clics pour encore une fois mesurer la distance temporelle, et là je trouve 100 millisecondes. Donc rien à voir avec tout à l'heure, hein, on est très loin des 8 millisecondes. Et 100 millisecondes, évidemment, ça correspond à la valeur de la latence générale. Voilà, donc les 8 millisecondes d'écart tout à l'heure étaient dus à une erreur de recalage et non pas à la latence. Ça montre aussi qu'il est important de bien
configurer les pistes en moniteur off lorsqu'on veut que Live recale chaque prise. Voilà, j'espère que ces explications et ces démonstrations vous auront éclairé sur les différentes façons de gérer la latence dans Live.